Je vois trop tard les phares de la voiture. La roue du scooter accroche le trottoir et je suis par terre. Il y a un silence et je pense à mon costume rayé. Merde, doit être foutu. Un homme se penche sur moi. Ça va? Comment vais-je faire maintenant? Pas possible de rentrer me changer. Vous êtes sûr que ça va? Demande encore l'homme. C'est normal, il fait trop nuit. Je tourne la tête, le son revient d'un coup comme lorsqu'on avale sa salive. Je m'assois, bouge un peu. Oui, ça va, dis-je. Il m'a aidé à relever mon scooter et il est remonté dans sa voiture. Le quartier était désert et mal éclairé. J'ai mis la main sur la hanche qui me brûlait et elle était pleine de sang. Mon coude aussi. Il ne fallait pas qu'on me trouve là, pas que Lara soit prévenue. Je n'étais pas sur le chemin du bureau où j'étais censée aller travailler toute la nuit. Je n'ai pas pensé que j'aurais pu mourir, juste que je l'avais échappé belle, que j'avais failli être démasquée. Le scooter a redémarré, mais je ne savais plus où aller. J'ai fini par appeler Alexandra, qui devait s'inquiéter de ne pas me voir arriver. Elle voulut m'emmener aux urgences, mais je songeais que l'hôpital du coin ne collait pas non plus avec mon trajet supposé. Impossible d'expliquer à Lara comment je m'étais retrouvée ici. J'ai ri, parlé fort et dit que ce n'était pas si grave, sauf pour mon costume. Elle a insisté pour que je voie un médecin. C'est important, fais au moins une radio de la tête, on ne sait jamais. Mais non, ma tête n'a rien. Et elle pense seulement à toi, et puis ça m'est arrivé 100 fois. Il faut juste nettoyer et coller de sparadrap. Pour moi, ça va, c'est pour le resto que c'est foutu. Je suis pas présentable. Tu as du désinfectant, bétadine. En parlant, l'idée m'était venue que je pouvais aller directement chez elle. Fini le restaurant, le dernier verre dans une boîte de nuit et les lieux dangereux où on croiserait une connaissance. Je la retiens au téléphone, je manœuvre, je manipule et m'imagine déjà dans sa salle de bain. Je dois ôter ma chemise déchirée et mon pantalon pour soigner les brûlures. Ça y est, je suis presque nue et elle a le cœur battant au moment d'appliquer le coton d'alcool sur mes plaies. Je saisis son bras. Pardon, c'est la douleur. J'effleure son corps penché sur le mien. Je sens son souffle, le parfum de sa peau. Je grimace, mets la main sur son épaule. Si je veux, je peux poser ma tête sur la sienne en expirant très fort, serrer son bras, son dos. Les barrières tombent et je me vois. Elle, pressée par moi et par le grand besoin que j'ai de me réconforter. Elle, entraînée par moi sur le tapis ou dans son lit. Et moi, pensée et blessée, relevant sa jupe et caressant maintenant sa peau humide d'avoir eu si peur et une si grande douleur en commun. Oui, je voyais tout ça depuis ma rue sombre. Scène d'amour, cliché du soldat blessé et de son infirmière effrayée. Et il fallait qu'elle m'écoute encore et finisse par céder. J'osais la chose comme une idée soudaine. Je viens chez toi. Tu as des pansements et de quoi désinfecter, non? Pour faire diversion, j'ajoutais. Et puis on commande quelque chose à manger et on se voit comme prévu. Elle parut hésiter. Peut-être l'idée de l'appartement conjugal. Oui, dit-elle, mais. Mais quoi? J'ai seulement des pansements Mickey pour Lila. Je ris et voulus blaguer. Bon, ça fait pas très sérieux, mais ça colle quand même les pansements Mickey. Il y eut encore un silence. Non, dit-elle, ce n'est pas sérieux, tu as raison. Il faut voir un médecin. Je m'en voudrais s'il t'arrivait quelque chose, si ça se compliquait. Je voulus reprendre la main, manœuvrer encore, mais elle enchaîna. Bien sûr, elle avait envie de me voir, mais son cousin était interne et lui avait parlé de ces cas où un traumatisme crânien qu'on n'a pas détecté à temps finit mal. Il suffisait d'une toute petite hémorragie. Va aux urgences, dit-elle. Vas-y tout seul si tu ne veux pas que je vienne, mais promets-moi que tu le fais maintenant et que tu donneras des nouvelles. On se verra demain, ce n'est pas grave. En plus, ça sera plus facile pour toi. J'ai promis de me soigner. On s'est donné rendez-vous pour le lendemain et j'ai raccroché. La rue est redevenue sombre, mais l'image d'Alexandra est restée penchée sur moi comme un fantôme. Ce qui me consolait, c'est que Lara ne me voudrait plus de l'avoir abandonnée à la maison avec sa valise. Pour la première fois depuis longtemps, nous étions disputés quand je lui avais annoncé que j'allais travailler cette nuit. L'idée m'était venue lorsqu'elle m'avait demandé de l'accompagner à l'aéroport. Si je voulais l'emmener demain, je devais m'avancer sur le dossier de Shelley Higgins. Elle avait baissé la tête, dit doucement qu'elle préférait y aller seule et qu'on reste ensemble ce dernier soir. J'avais honte, mais j'avais tenu bon. Tout était organisé avec l'équipe. Je ne pouvais plus changer et je croyais lui faire plaisir. Pourquoi trompe-t-on les gens qu'on aime? Pourquoi leur fait-on si mal?
J'étais partie, tout petit et merdeux, avec un pincement au cœur, mais aussitôt la porte claquait. Cette obsession d'Alexandra me fit tout oublier. On zigzag sur les ponts, le moteur au ralenti. Je regardais les immeubles paisibles, et le reflet des réverbères dansait sur l'eau noire. J'aperçus l'immeuble de Focus. Je m'arrêtai et inspectai la rue. C'est là que j'allais avoir cet accident. Le même, officiellement, juste devant le centre commercial près du bureau. J'ai relevé tous les détails, le panneau qui indique le parking, la rue où la voiture a tourné sans clignotant. Après des heures passées sur un ordinateur, je n'avais rien vu. Je pourrais tout raconter. C'est fou ce qu'il faut inventer pour bien mentir. Puis cette soirée m'a paru ridicule. Tout ça pour ça. Je me suis souvenu de cette risible vision. Moi, en héros blessé, baisant par terre son infirmière. Une scène de série B à laquelle j'avais tellement cru. Les fantasmes n'ont aucune imagination. Seule la réalité en a. Elle m'avait expédié là où je n'avais pas prévu d'aller, contre un trottoir et maintenant à l'hôpital. Et pourtant, comme ce fantasme avait l'air réel et puissant tout à l'heure. Pensée, vaccinée, radiographiée, je suis remontée à scooter malgré l'avis du médecin. Pas une fenêtre éclairée, c'était l'heure du profond sommeil, l'heure où on se sent seul et où on dessoule. J'avais envie de voir Lara, besoin de me réfugier dans ses bras, petit chien recueilli la tête basse dans son impeccable niche, où on l'aimera, malgré tout. Je la revis un peu plus tôt lorsque j'avais claqué la porte. Je vis sa petite valise, seule compagne de cette dernière nuit où nous aurions dû être ensemble, et j'eus les larmes aux yeux. Je composai le code, poussai doucement la porte, et avant qu'elle ne se referme, fixai dans le ciel la dernière étoile. Oui, pourquoi tromper ceux qu'on aime? Je ne comprendrai jamais. L'amour et le désir sont deux provinces d'un même pays qui se rejoignent ou s'éloignent dans la lente pulsation de la vie. Aujourd'hui, mon cœur redevenait sauvage. Il oubliait qui j'aimais et s'échappait malgré moi pour battre plus fort dans une région où je n'étais pas moi-même. Lara dormait. Je me glissai dans le lit et elle dit « C'est toi mon amour ?» Et je dis « C'est moi ». Puis elle se rendormit. Je bus l'eau du verre qui traînait là depuis 2 jours, la regardai à nouveau dans l'ombre tranquille de notre chambre, et je fus effrayée. Et si j'étais morte tout à l'heure dans ce quartier lointain? Lara aurait cherché des raisons et trouvé les derniers messages d'Alexandra. T'es où? Tu arrives? Mort menteur, qu'on se hâte d'oublier. Mort 2 fois mort, qu'on pleure et qu'on hait. J'eus honte et ce fut bon signe. Le désir se moque du souvenir, pas l'amour. Alors, annonça le panneau. L'avion décollait dans 50 minutes. Lara fouilla dans son sac, sortit son paquet de Marlboro Light, tira sur sa cigarette comme si c'était la dernière. Puis elle dit « On y va ». Elle avait toujours peur d'être en retard. Devant les couloirs de la douane, et elle ouvrit encore son sac, fouilla, trouva le bracelet indien que je lui avais offert et le mit à son poignet. « Comme ça, tu es avec moi. »« Maintenant, vas-y, dit-elle, tu dois avoir mal. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Fais attention à un scooter, prends le bus. Je vais avoir peur tout le temps. » Je la serrai contre moi. On s'est embrassé là, devant la foule, entre les valises et les chariots bloqués dans la cohue. Au revoir, mon amour, je reviens bientôt. Oui, ma chérie, ça va passer vite. Un baiser encore. Je t'appelle du village pour te dire que je suis bien arrivée. Il y eut un silence. On avait épuisé les mots tendres et banals, et il fallait dire cette chose qu'on avait chaque fois du mal à dire. Il prit sa respiration et me regarda. Tu ne me tromperas pas, hein? Non. Et toi, tu ne me tromperas pas non plus? Non, je te le jure. Regarde-moi dans les yeux. C'est juré. On s'est souri et on s'est embrassé vraiment. Il y avait eu d'autres voyages et d'autres séparations, et nous avions gardé ça de nos premières années, quand nous n'avions pas peur de dire des choses simples et évidentes. J'aimais qu'elle me pose cette question et ne pas faire comme si ça allait de soi. Je te jure, Lara, je t'aime. Elle fit un pas en arrière, un grand sourire, et je partis en mimant une scène d'adieu ratée, me retournant 10 fois pour la faire rire. Je franchis la porte vitrée, elle fit un geste de la main et se retourna définitivement. Elle était partie, elle était déjà dans l'avion et dans ce voyage. Et elle faisait ça à chaque fois. C'était la différence entre elle et moi. Je me retournais à l'infini, je ne voulais pas quitter, pas changer, comme si j'avais peur de perdre les gens pour toujours. Elle, au contraire, avait confiance dans la permanence des choses. Plantée sur le trottoir devant la file de taxis, je l'aperçus une dernière fois derrière les baies vitrées. Elle regardait devant elle, son passeport à la main. Ça avait toujours été un mystère, ce détachement soudain.
J'attendis encore et ai reçu son texto. Je suis dans l'avion, mon amour, je pense à toi et je t'aime. Je suivais le numéro de l'épicerie que j'avais déjà, où je pouvais lui laisser un message et d'où elle m'appellerait. Assis sur un chariot vide devant le hall des départs, j'ai répondu que j'étais dans un taxi, que je l'aimais moi aussi, et j'ai attendu en regardant les avions passer au-dessus des échangeurs de l'aéroport. Puis son vol a disparu du panneau des départs. Elle devait survoler les banlieues, les premières campagnes. Quelqu'un regardait peut-être son avion avec une envie d'ailleurs. Je suis allée au bar et ma main tremblait quand j'ai versé le coca dans le verre. La voix de l'aéroport annonça d'autres départs, d'autres embarquements, mais je n'écoutais plus. J'ai eu le sentiment d'être un clandestin, peur d'être découvert. Un groupe de jeunes filles aux cheveux lissés a commandé des gin tonic en parlant anglais avec un accent scandinave ou allemand. Et ils les ont avalés d'un trait. Debout, assises sur leur sac, elles riaient fort et commandaient d'autres tournées. D'ordinaire, je trouvais ce genre de filles vulgaires. Cette fois, elles me parurent gaies et vivantes et j'aurais aimé être avec elles. Je compris qu'elles partaient dans les îles rejoindre des amis. L'une d'elles se fit prier pour poser sur la photo de groupe et y fit la tête. Je la regardais mieux. C'était la plus effacée, celle qu'on ne remarque pas tout de suite. C'est toujours pareil, ça commence à l'école. On s'arrête d'abord sur ceux qui brillent et puis derrière les jeans moulants, les lèvres peintes et les efforts pour séduire, on découvre celles qui boudent un peu, celles qui n'osent pas et dont on va tomber amoureux. Le jour déclinait, les filles se sont mises dans la file d'enregistrement. Je suis montée dans un taxi, j'ai pris mon téléphone et ai envoyé un message à Alexandra. Alex, rendez-vous à 23h au Saint-Georges. Tout le monde s'est envolé, faisons pareil. Le soleil descendait, tirant à lui les couleurs du jour. L'autoroute grimpa soudain et je vis la ville qui s'étendait devant nous, et les tours et les monuments et les églises brillaient dans le soir comme des lingots d'argent. Tout bascula pendant le trajet. Sur les grands boulevards, les bars, les restaurants, les soldeurs de DVD, les vendeurs de kebab allumaient lentement leurs enseignes. Au coin de ma rue, les lanternes rouges du chinois et celles jaunes et bleues du Team Hotel luisaient déjà. J'arrêtai le taxi, je contemplais un instant les milliers de phares sillonnant les rues de la ville basse, néons imprécis, fenêtres de bureaux, vitrines et appartements illuminés. Un autre monde naissait, dont l'éclat ne venait plus du ciel, mais du commerce et des passions des hommes. L'énergie surgissait désormais de la terre et coulait en elle comme un feu. Ce soir-là, libre comme à l'école buissonnière, je suis restée seule ici à m'enivrer de cette lumière dont je connaissais si bien le nom et songeais que la nuit serait noire s'il y avait autant de désirs. Seule, je suis en mauvaise compagnie. Je le sais, mais je m'en moque. Quelle veste mettre ce soir? Quelle chemise? Un t-shirt peut-être? Oui, ce serait mieux. Et mes cheveux? Si je les lavais, ils seraient plats. Sinon, ils seraient sales. J'avais peut-être du gel, mais le gel, ça sent le gel. Je passais ainsi une heure à tourner en rond dans l'infraordinaire du désir. En me regardant dans le grand miroir du salon, je ne compris plus comment j'avais pu être aussi sincère en embrassant Lara, et comment 2 heures plus tard je pouvais désirer si fort Alexandra. Alexandra. La peur et l'excitation me coupaient les jambes, et redire son nom provoquait en moi des vertiges délicieux, comme de minuscules poissons qui me remontaient dans le ventre. Je sortis, j'étais ailleurs. La nuit m'emportait et le gosier lumineux de la terre s'ouvrit sous mes pas. Un soir, je me souviens, c'était dans le jardin de sa mère, Lara m'avait dit: En ce moment, je dis à tout le monde que tu es mon fiancé. J'aime bien t'appeler mon fiancé parce que être fiancé, c'est faire confiance. On m'a dit que ça venait de là, fiancé, de confiance, de foi. C'est avoir foi en quelqu'un d'autre, en un autre que soi qui est tout à fait autre. C'est plus que croire, insistait Lara. C'est accorder sa confiance au-delà de toute croyance, au-delà de toute idée, et de tout projet, et de tout ce que je sais de toi. Je ne crois pas en toi. Non, non, écoute-moi. Je ne crois pas que tu es ceci ou cela, que tu deviendras quelqu'un ou pas, que tu seras riche, célèbre, ni que tu es intelligent ou beau, même si tu l'es, mon amour. Non, je ne crois rien et je ne sais rien de ce que tu es et de ce que tu deviendras. Simplement, je te donne ma foi, ma confiance, au-delà de toute croyance, avait-elle répété. Puis elle avait souri et avait fait mine de me confier son cœur. Maintenant, le temps est venu de mentir. Le temps est venu de se damner. J'ai laissé derrière moi notre maison, les meubles et sur le réfrigérateur cette photo d'elle que Lara n'aime pas. À présent, mes mains tremblent en attachant mon scooter. Au bar de l'hôtel Saint-Georges, quelques touristes boivent un dernier verre. Le pianiste joue encore un air, puis ramasse sa corbeille de pourboire
et lance une liste de lecture sur l'ordinateur. Alexandra n'est pas encore là et la table et les canapés sont trop grands pour moi. Je mange des cacahuètes et des pistaches et je commande un autre verre. C'est au moins la 3e fois que j'entends la même chanson. Love is full of wonderful colors. L'amour est plein de couleurs merveilleuses. Une chanson qui n'a pas été écrite pour ce bar désolé, ni pour ce rendez-vous sans amour, ni couleurs merveilleuses. Mais je reste assis là, des feux follets sous la peau à l'idée de ce qui doit venir. 1h30 de retard. J'en ai assez d'attraper et de reposer mon verre sur la table et d'ouvrir des pistaches et de faire défiler les contacts sur mon portable. Mais il n'y a rien d'autre à faire et je n'ose même pas me lever pour aller aux toilettes. Si Alexandra arrivait, elle ne me verrait pas et ferait demi-tour. Et puis le serveur croirait que je suis partie sans payer. Tout est devenu compliqué. J'attends encore une demi-heure, puis 10 minutes et encore 5 minutes. Et lorsque le serveur me demande de payer parce qu'il va s'en aller, j'ai le sentiment qu'il fallait que ça soit ainsi. Elle est la femme de mon ami et patron et j'ai promis à Lara que je ne la tromperai pas. Je prends mon casque et je me lève. Mon lit m'attend, notre lit et notre maison, et aussi la pile de vêtements sur le canapé du salon que Lara a renoncé à emporter. Je marche vers la grande porte de l'hôtel. Je me sens libre et les jours qui viennent seront beaux. En passant devant la réception, j'aperçois quelques clés dans de petits casiers numérotés dont beaucoup sont déjà vides. Je me plante devant le gardien de nuit et demande sèchement comme un homme timide. Il vous reste une chambre double ? Une sur la cour et une supérieure côté rue à 250 €. Sinon, j'ai une suite junior à 360 €. Il me regarde et je fais mine de ne pas savoir. Il est 00h30 et je peux vous faire la junior à 300 €. J'imagine une toute petite suite décorée de reproductions d'Andy Warhol et je calcule combien j'ai sur moi. Surtout payer en liquide, ne laisser aucune trace. Tout est au noir, l'argent et la trahison. Merci, je ne sais pas encore. Comme vous voudrez. Je retourne à ma table, déjà débarrassée, et j'envoie un texto à Alexandra. Tu fais quoi ? Je suis au Saint-Georges. Elle répond dans l'instant. Super, je passe, je suis tout prêt. J'attends encore. 300 € la suite. Je ne sais quoi faire. Je réserve, je paie, et si nous prenons juste un verre ? Et si j'avais mal compris ? 300 € c'est le prix d'une escorte, et ce n'est pas vraiment trompé, une escorte. Et puis avec une escorte, on sait à quoi s'attendre. Pas de sentiments, pas d'histoire. Le sexe propre et assuré comme une opération à l'hôpital. Les derniers touristes réclament leurs clés et vont se coucher. Je calcule le risque et l'enjeu financier et amoureux et sexuel et j'ai chaud de honte et d'excitation. Si les femmes pouvaient lire nos atroces et pauvres pensées et voir les comptables que nous sommes, le taux de natalité s'effondrerait pour de bon. Quand elle arrive enfin, elle n'est pas seule. Zoé l'accompagne, je ne sais pourquoi. Je me glisse sur la gauche du canapé en espérant qu'elle s'assoie près de moi, du côté de mon bon profil. Elle sourit comme si elle était à l'heure et m'explique qu'elle dînait chez Zoé, qui avait fait un poulet au curry exceptionnel et qu'elles ont un peu bu. Elles ont l'air gaies, habillées sagement. Zoé prend le fauteuil d'en face, consulte son portable, puis demande des nouvelles de Lara. Je reste vague et elle change de sujet. Je parle de vacances, des 15 jours de travail qui m'attendent en regardant Alexandra à la dérobée et en souriant. Elle porte une large chemise ouverte en coton blanc sauvage, et j'aperçois sa poitrine quand elle se penche pour saisir son verre sur la table basse. Les deux amis sont excités et la conversation décousue. Rien à voir avec un rendez-vous amoureux. Enfin, Zoé se lève et file aux toilettes. Je me demandais si tu allais venir, dis-je à Alexandra. Je n'étais pas loin, c'est bien qu'on se voit enfin. Oui, c'est bien. Elle entortilla une mèche autour d'un doigt et baissa les yeux vers ma hanche. Et toi, dit-elle, ça va tes blessures ? Elle dit ça sur le ton convenu que nous avions avant tous ces textos. J'avais bien fait de ne pas réserver la suite. Mes blessures allaient bien, dans quelques jours tout serait réparé ou presque. Je suis désolée, dis-je en riant, j'ai été ridicule. Ce message et puis cet accident la nuit dernière, c'était, oui, ridicule. Dans un geste d'exagération, j'en profitai pour mettre la main sur son bras, mais elle se dégagea en reposant son verre, et ma main fut comme une algue sur mon genou. Non, ça n'était pas ridicule, dit-elle. C'est le destin, ou le hasard, si tu préfères. Mais ce soir, tu es ici. Eh bien, disons que je n'ai pas eu d'accident, moi. Et elle rit, comme si c'était l'épilogue d'une aventure comique. Elle avait sans doute raison pour le comique, mais je ne comprenais rien à ce qui se passait. Depuis son arrivée, je n'avais pas vu l'ombre d'un sourire complice. Peut-être s'était-elle moquée de moi, une simple distraction de femme qui s'ennuie. Je ne répondis pas et regardai par terre les arabesques du tapis. Il y eut un long silence. Je dis « Je vais peut-être rentrer ».
Elle eut l'air surpris, se leva légèrement pour écraser sa cigarette dans le cendrier au milieu de la table basse, et se rassit plus près de moi. Je sentis son genou contre le mien et compris que ce n'était pas un genou de hasard. Mon cœur bondit, tout changea, même les couleurs du bar. L'air vibra comme si la playlist jouait à nouveau et pour de bon. Love is a wonderful color. Zoé revint et pendant toute la conversation qui suivit, je ne sentis plus que la jambe d'Alexandra contre la mienne. Mon sang battait plus fort. Alors qu'elle tentait de persuader Zoé qu'un comédien rencontré la veille était l'homme de sa vie, j'avançai la main contre le bas de son dos et glissai mes doigts sous sa chemise. Je touchais sa peau, juste au-dessus de sa jupe, cette peau magnifique qui me faisait tourner la tête il y a quelques années. Un instant, elle parut chercher ses mots, rougit et s'embrouilla, but une gorgée de vin blanc et reprit la phrase qu'elle avait commencée. J'appuyai alors mes caresses et je volai un peu de la rondeur de ses fesses. Il me laissa faire, me demanda mon avis sur cette affaire de comédien. Futur amant de Zoé, et un sourire passa entre nous. Je me doutais que Zoé comprenait ce qui se passait et désapprouvait. Elle avait dû sermonner à Alex toute la soirée à propos des dangers d'une aventure, par jalousie ou par fidélité envers le couple qu'elle formait avec Fred. La bonne amie a fini par bâiller faussement, ne plus savoir que dire, puis s'est levée en nous souhaitant bonne nuit, et on s'est retrouvés seuls dans le bar désert. Alexandra fixait un point au loin, droit devant elle. Ses joues et son front rougissaient, et elle semblait avoir chaud. Elle serra les jambes et, sans me regarder, elle dit « Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bien. » J'ai attendu, la main toujours dans son dos. J'ai dit « Je ne sais pas non plus, mais j'ai envie de t'embrasser. » Elle a tourné son visage, un visage sérieux que je ne lui connaissais pas, plein de peur. Elle a fermé les yeux, relevé la tête et entrouvert la bouche, et j'ai senti son souffle court, comme si déjà nous faisions l'amour. J'ai posé mes lèvres sur les siennes et passé le bout de ma langue sur le tranchant de ses dents. J'ai avalé l'air qu'elle expirait. Je voulais tout d'elle. Je sentais son désir battre à travers toute cette eau qui perlait le long de ses hanches. Derrière le bar, le dernier serveur n'osait plus nous regarder. Je lui dis « Viens » à l'oreille, et il l'entraînait vers l'ascenseur. Elle s'est allongée tout habillée sur le lit, et a encore dit « Je ne sais pas si je peux. Tu as envie ? Oui. Tu as peur ? Oui. Moi aussi. » Il a fermé les yeux et s'est tu. Assis à côté d'elle, j'ai ouvert l'un après l'autre les boutons de sa chemise et écarté les pans de coton. Elle avait la peau blanche, piquée de grains de beauté, et son ventre montait et descendait, tant elle respirait vite. J'ai dégrafé sa jupe, fait glisser la petite fermeture éclair et tiré jusqu'aux pieds. Elle était maintenant presque nue et j'avais aussi peur qu'elle. J'ai posé ma main sur son ventre et mes lèvres sur les siennes. Elle a glissé sa langue contre la mienne et j'ai enfin fermé les yeux, moi aussi. Tout fut noir. Nous nous sommes serrés, bouches unies à nous barbouiller les lèvres et nous fouiller l'un l'autre dans un long baiser maladroit, par peur de rompre la magie et le désir fou d'être là, sans rien d'autre que nos corps et la nuit de nos corps, sans âme et sans pensée.